Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode d'Il était une suite. Un podcast qui entend revoir et interroger les suites des films Disney dans une perspective féministe, queer et gender. Je suis Fanny Van Exard. Et je suis Jeanne Modou, et nous sommes deux chercheuses en littérature et en études cinématographiques. Plus que jamais, un grand merci à notre monteur et génie technique pour son aide précieuse. Top Mickey ? Top Mickey. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Vous pouvez retrouver des infos et des bonus sur le compte Instagram du podcast @Il était une suite avec des petits points entre chaque mot. J'arriverai jamais à dire underscore podcast. Un merci renouvelé à Aurélien Artanis pour ses commentaires sur le compte Spotify ainsi qu'à Max Fischer pour sa réactivité sur les posts du compte Instagram. Ça nous fait super plaisir d'avoir vos petits retours et vos encouragements et ça compte beaucoup de pouvoir discuter avec vous aussi de la vie de nos épisodes en dehors du temps d'enregistrement. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un autre classique de chez Disney, choisi par nos amours d'abonnés, d'où justement l'importance de s'abonner aussi à notre page Instagram, parce que des fois, on vous fait voter sur des sujets. Donc ça, c'était l'instant pub. Et maintenant, donc vous présentez les deux films. Donc Le Livre de la Jungle, donc sorti en 1967 au cinéma, et sa suite, Le Livre de la Jungle 2, ils ne se sont pas fait chier pour le titre, sorti directement sur le marché vidéo en 2003. Et on a de la chance, ils auraient pu nous dire Le secret de Mowgli. Oui. Chut, le secret. Bon, les tags sur Disney+, sont ceux d'action et d'aventure, jeunesse. Là non plus, ça se mouille pas trop, mais en même temps, je trouve que ça dit quand même quelque chose du public visé parce qu'il n'y avait pas du tout de... Il n'y avait pas cette mention d'action et d'aventure du tout quand il était question des films de princesses. C'est clair. Et là, directement, Le Livre de la Jungle, on voit que c'est pour les petits boys. Les filles n'ont rien à faire là. Partez les filles. Partez, ne venez pas voir des choses qui vous mettraient des mauvaises idées dans la tête. Surtout, ça ne se fait pas. Prenez votre sac à dos, votre gourde et vos chaussures de marche, puisqu'on franchit déjà le seuil de la jungle avec ce premier segment intitulé Première rencontre. C'est le moment où on vous déplie nos souvenirs en mode vieux carnet de voyage, un peu froissé, aux pages recouvertes de feuilles séchées et d'empreintes d'animaux, parce qu'on aime ça. On vous raconte comment ce film et sa suite ont fait irruption dans nos vies. Est-ce qu'ils nous ont autant charmés que le sifflement du python K ? Et comme toujours, on les hisse petit à petit dans notre classement maison que l'on remplit d'épisode en épisode entre trésors cachés et palais en ruine perdus dans la canopée. T'as tout donné. C'est le retour des intros avec plein de champs lexicales. Vous l'avez aimé dans le précédent épisode, le voici de retour pour votre plus grand plaisir. Bon, alors je me lance sur ma petite liane. On pourra reprendre toutes ces métaphores pour Tarzan, ça sera pratique. Oui. Bon, alors pour Le Livre de la Jungle 1, je n'avais pas la VHS. Donc, ça ne fait pas du tout partie des films que j'ai beaucoup vus, mais je pense qu'il me fascinait quand même un peu et que je le regardais, par exemple, quand j'allais chez ma cousine. Je crois qu'il y a peut-être un sujet à creuser sur les visionnages avec la famille proche, comme ça, entre cousins-cousines et la sociabilité qui en résulte. Parce que la dernière fois, tu parlais aussi de ta cousine avec la petite Oui, sirène. c'est vrai. Bon, je pense aussi que ce qui me fascinait surtout dans Le Livre de la Jungle, c'était que jusqu'à la fin du film, moi, je ne savais pas trop si Mowgli était un garçon ou une fille. Et j'aimais assez ça, qu'il n'y ait pas besoin de savoir le genre de l'enfant et qu'il existe une indétermination. Alors, c'est pas quelque chose que j'avais conscientisé à l'époque, mais en fait, si j'y pense, c'est un peu comme Johan dans Johan et Pierre-Louis, la BD de Peyo. Et vraiment, Johan, je crois que c'était un de mes crushs parce que... Et je pense que la raison de ce crush d'enfance, c'est aussi qu'il n'y avait pas cette grosse caractéristique bien virile, bien explicitement codée. Et donc le lien, autre que le lien logique de l'indétermination, c'est aussi le lien capillaire, la coupe carrée de Johan et de Mowgli qui ont l'air d'être une coupe d'aventuriers, je ne sais pas. Qui a décidé que Mowgli, dans son Inde
forestière aller avoir un petit carré de cheveux. Qui lui coupe les cheveux? Comment se coupe-t-il les cheveux? Est-ce qu'il les cisaille sur un gros rocher? Est-ce que c'est Balou qui lui tranche avec une grosse griffe? On ne sait pas. Bon, évidemment, on revient tout de suite sur cette question d'indétermination et de la fin du film. Mais la fin du film, pour moi, anéantit complètement ce flottement que j'aimais tant étant enfant. Et en ce qui concerne le 2, je crois que, comme pour beaucoup d'autres suites, j'ai dû le voir au cours de mon marathon de toutes les suites Disney. Mais que Ah, Balou. T'as scaté. Mais que comme à l'accoutumée, cette suite ne m'a pas laissé grande impression. Alors moi, c'est sûr que j'avais la VHS à la maison parce que j'ai revu le visuel sur internet en préparant l'épisode et c'est cette cassette quoi avec les bonnes couleurs jaunes et vertes fluo. Elle m'a vraiment marqué profondément ma mémoire visuelle qui fait très années 60s comme ça avec de la végétation, avec des couleurs un peu pop. Et la séquence de la procession d'éléphants en particulier sur une musique de carnaval en mode 1, 2, 1, 2, ben ça m'a beaucoup impressionnée parce que je m'en rappelais encore en revoyant le film. Et j'adorais ça, de voir tous ces éléphants un peu en rang serré. Et pour finir, le petit éléphanteau qui se démarque et qui essaye tant bien que mal de faire l'exercice comme les adultes, mais maladroitement bien sûr. Et qui sait pas bien utiliser sa trompe avec tous les sous-entendus que ça laisse penser. À l'époque, je trouvais ça chou, mais... Moi aussi, je le trouvais mignon, ce petit éléphant. Et je trouve aussi que le colonel de la troupe, donc colonel Hattie, il avait un peu un air de Jean Rochefort. Donc presque un côté un peu réconfortant comme ça, que j'arrive pas vraiment à m'expliquer. Je pense que mes parents devaient regarder beaucoup de films avec Jean Rochefort et que j'ai peut-être un kink pas encore assumé pour les militaires et les moustaches, va savoir. Tu dévoiles beaucoup de choses d'un coup. Il y avait ce petit côté un peu réconfortant de ce colonel qui est très militaire et autoritaire. Tout va bien, l'armée s'occupe de vous. Ouais, c'est vrai. On s'enfonce déjà dans les broussailles avec notre deuxième segment, Formule magique. L'endroit parfait pour poser ses ischios endoloris sur un rocher et reprendre son souffle en se délectant d'un petit résumé du premier film et de sa suite, histoire de ne pas perdre la piste et de bien se préparer avant de s'aventurer plus loin dans la jungle. Promis, on fait vite en essayant de ne pas trop s'emmêler dans les lianes. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors, le livre de la jungle 1 raconte l'histoire de Mowgli, un enfant qui a été élevé parmi les loups et qui doit un beau jour quitter la jungle et rejoindre le village des hommes, car on lui apprend le retour du redoutable tigre Shere Khan, qui est revenu chasser donc sur les terres des loups et qui représente bien évidemment une menace pour le petit dôme, comme l'appellent tous les animaux de la jungle. Accompagné par Bagheera, donc pas votre streameuse préférée, mais une panthère bien sage et protectrice, Mowgli traverse la jungle et fait la rencontre de plusieurs personnages pittoresques, comme Baloo, un ours insouciant qui devient rapidement son meilleur ami, ou encore Kaa, un serpent hypnotiseur aux intentions un peu troubles. On est d'accord que Bagheera, c'est la plus cool? Oui, clairement. Tu dis la streameuse ou la panthère? La panthère, mais est-ce que c'est pas un syndrome petite fille sage et docile de pas aimer celle qui fixe les règles et qui essaye de pas trop les enfreindre? Ouais, la voix de la raison, l'amour de la voix de la raison, ouais, peut-être. Ah, je suis en train de découvrir des trucs sur moi-même. Bon, une des aventures les plus marquantes du premier opus, c'est la rencontre de Mowgli avec le roi Louis, un orang-outan excentrique qui rêve de devenir un homme et tente de soutirer le petit garçon Mowgli, et tente de soutirer à Mowgli le secret du feu. Le livre de la jungle, premier du nom, est le dernier long métrage supervisé par Walt Disney avant sa mort, donc il est très très beau visuellement, on va pas se mentir, et il y a même des traits de dessin qui sont très visibles et très soignés, enfin, c'est vraiment très très beau, et les décors de jungle bien sûr qui sont très fleuris, verdoyants et infinis, c'est magnifique, hein. Mon petit bémol, l'Inde est seulement ramenée à cet exotisme-là des paysages de jungle sauvages et elle demeure donc finalement très invisible dans le film.
Mais je trouve que c'est tellement parlant pour des enfants de s'imaginer être Mowgli ou être à la place de Mowgli qui s'amuse à sauter comme ça d'arbre en arbre et à se perdre dans les profondeurs et dans chaque repli de la jungle. Me suis même demandé si enfant j'avais vraiment conscience de cette beauté-là de la jungle ou si j'étais juste impressionnée par le fait qu'il y ait des animaux sauvages et qu'en plus ils parlent et qu'en plus ils se laissent peu à peu attendrir par un enfant parce qu'il leur gratte le dos. Il y a quand même un petit goût de reviens-y en mode c'est les années 60, la vie n'est qu'une fête, on danse le twist et on fume bien évidemment des énormes joints. Avec le classique « Il en faut peu pour être heureux ». C'est la première fois qu'on t'entend chanter dans ce podcast. Bon, revenons-en à nos tigres et autres chimpanzés. À la fin du film, je le disais juste un peu plus tôt, Mowgli, aidé par Bagheera et Baloo, réussit à vaincre le tigre Shere Khan et à le faire fuir grâce au maniement du feu. Alors que Baloo, qui s'était vraiment entiché de Mowgli au point de se donner comme mission d'en faire un petit ours, avait promis, je cite, qu'à dater d'aujourd'hui, personne ne pourra jamais nous séparer. En fait, le petit humain, il va l'abandonner. Finalement, il abandonne jungle et famille sauvage pour aller vivre au village. Tout ça grâce à la femme. La femme. La femme en majuscule. Les hormones, tout ça. Mowgli, il se met à adorer la femme. Quelle invention formidable, la femme. Mais oui, c'est génial. Puisqu'il rencontre près de la rivière Shanti, une belle jeune fille qui chante « Ma maison sous le chaume ». Votre tube de l'été antiféministe qui balance, je cite « Dans les bois chasse mon père, chez nous maman cuit le pain, moi je vais à la rivière en chantant ce doux refrain. » Et plus tard dans la chanson, « Un jour, mon mari pour me plaire me fera une maison et notre fille à la rivière reprendra cette chanson. Et moi, comme le fait ma mère, je serai dans ma maison. » Quelle horreur. Quel beau programme. C'est vraiment la prédestination domestique inculquée de génération en génération. Bon, revenons sur cette fin qui me turlupine. Est-ce que je suis la seule à ne pas trouver logique que le grand méchant, ce soit un tigre, mais que la panthère soit un des gentils ? Ouais. Et déjà, on nous dit que Mowgli retourne parmi les siens, guillemets. Déjà, what the fuck, si les siens sont les animaux comme étant sa famille de cœur, est-ce qu'il a vraiment besoin de choisir les liens du sang, c'est-à-dire plutôt la classification biologisante qui le rangerait parmi les bipèdes d'humains plutôt que parmi les autres mammifères qui habitent la jungle. Et tout ça juste après avoir vu une petite fille. Donc là, il y a cette indétermination de Mowgli comme enfant mixte, neutre, je ne sais pas, qui tombe complètement à l'eau, puisqu'on voit clairement rétroactivement que c'était un garçon tout du long, puisqu'il ne peut être présenté que comme un garçon pour succomber aussi facilement au charme d'une petite fille qui n'essaye même pas de lui faire du charme. Elle essaye juste de puiser de l'eau à la rivière en pensant à son avenir formidable. Et side note perso, à chaque fois, ça me forçait, je pense, quand j'étais enfant, à cette double lecture en 2 temps. Donc pendant presque tout le film, je me faisais une forte identification avec le personnage qui me permettait d'évoluer dans un monde d'aventure et de compagnons farces. Et à la fin, cette fin-là, elle met un terme à tout ça. Ça me révélait à quel point toutes ces péripéties d'aventure étaient encore une fois réservées aux seuls garçons. Donc au-delà de ce tourment genré qui m'a apparemment habité quand j'étais petite, la fin est vraiment ressentie comme douce amère. Évidemment, pour un enfant qui serait de toute évidence terrifié à l'idée de perdre ses parents, le retour de Mowgli parmi les humains, c'est une forme de soulagement, mais en même temps, comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi une vraie tristesse qu'ils se sentent obligés de quitter Baloo et Bagheera, qui était véritablement sa famille, finalement. Ouais, moi, ça m'avait aussi traumatisé, cette fin. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré. Mais c'est trop bizarre. Il n'y a pas de logique. En fait, c'est ça. Il y a la tension entre « Ah, il a retrouvé quand même d'où il venait. Ouais. Il peut être parmi les siens. » Mais ce parmi les siens, il est problématique, en fait. Ouais. Bon, voilà. La conclusion, bon, voilà. On devrait finir toutes nos interventions comme ça.
Dans le livre de la jungle 2, on retrouve donc notre bon Mowgli dans sa nouvelle vie au village. Donc il y vit depuis quelque temps déjà, et même s'il aime beaucoup sa nouvelle famille, son ami Baloo lui manque terriblement. Et quand le jeune garçon veut jouer avec les autres enfants au jeu qu'il a appris dans la jungle, le danger qu'il leur fait courir alerte son nouveau père adoptif. Donc, ce nouveau père se fâche et lui défend de quitter le village, ce qui entraîne une forme d'apitoiement, de désespoir de Mowgli, qui, malheureux, fuit discrètement le village avec l'aide du bon vieux Baloo, toujours prums pour les bêtises. Shanti, la petite fille qui l'avait suivi et qui joue avec lui maintenant au visage, s'inquiète pour son amoureux. Mais chut, c'est un secret. Décide de se lancer à sa poursuite avec l'aide de son petit frère, prénommé Ranjan. Donc tous ensemble, ces 3 enfants vont affronter les dangers de la jungle, notamment Kaa le serpent et Shere Khan, le grand méchant de l'histoire, bien décidés à se venger des malheurs que Mowgli lui a fait subir dans le premier opus. Petit point voix de doublage et petit point aussi, ça va souvent de pair dans les classiques Disney, glossophobie et racisme ordinaire. Tu rappelles ce qu'est la glossophobie ? C'est un racisme lié aux accents, à comment on parle. Un racisme linguistique. Merci. J'avais pas le mot linguistique. C'était plus simple. T'avais le mot glossophobie, donc tout va bien. Donc, dans le premier opus, on est sur une vieille génération de doublage, de tard l'époque, comme disent les jeunes, des cadors pour certains. Pour le serpent K qui a des problèmes avec son sinus, c'est Roger Carrel, un acteur de doublage très très prolifique et connu en France, notamment pour être la voix de Kermit la Grenouille dans le Muppet Show, de Benny Hill dans la série du même nom, de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, d'Astérix, de Porcinet, de Mickey Mouse, de Winnie l'ourson, de Maestro dans la série d'animation Il était une fois que j'adorais enfant. Donc que des personnages iconiques en résumé. Donc là, le serpent avait besoin de boire de la potion magique. Oui, c'est vrai, si on veut faire un lien. Et dans la version américaine du 1, le doublage de Baloo et du Roi Louis est fait par que des jazzmen, donc soit des chanteurs, des trompettistes, des compositeurs principalement, soit respectivement Phil Harris et Louis Prima. Et on ne retrouve pas vraiment ça dans la VF, avec des acteurs de doublage un peu plus classiques, on va dire, moins musicos sur les bords. En même temps, on a moins cette culture du jazz en France aussi. Oui, c'est vrai. J'étais pas là dans les années 60, mais... On était plus yéyé, quoi. Moins jazz. Il aurait fallu prendre Annie Cordy pour doubler K, peut-être, je sais pas. Marie Laforêt. Qui sont les artistes yéyés? Faisons avec nos auditeurs et auditrices un casting de doublage des années 60 parallèle, alternatif. Un casting de rêve. D'ailleurs, la chanson du Roi Louis, à moitié en scat, n'est pas doublée en VF, d'où je pense une volonté de faire primer en fait la musicalité du jazz du morceau avant toute cohérence linguistique. Parce qu'il y a quand même un effet de décalage à ce moment-là, c'est assez visible, enfin entendable. Il faut quand même mentionner le fait qu'en 1967, donc la sortie du livre de la jungle 1 signe le retour de la simianisation pour représenter des personnages noirs, donc le fait donc comprenez en fait des discours et une iconographie héritée d'un imaginaire raciste qui associe population descendante africaine et les singes. Yes. Donc un bon délire. Dès sa conception, d'ailleurs, le roi Louis, orang-outan passionné par le jazz, on l'a dit, est pensé comme un personnage noir. On voulait d'abord donner le rôle au célèbre jazzman et trompettiste noir Louis Armstrong, qui s'est rapidement imposé en fait dès le début de la conception de ce personnage. Mais c'est pas lui qui finalement va l'interpréter. Mais le personnage est resté nommé ainsi en son hommage, donc roi Louis. Pour éviter la controverse, le doublage de l'orang-outan revient finalement à Louis Prima, un jazzman italo-états-unien blanc, qui n'hésite pas à caricaturer l'accent argotique noir dans la version originale. Trop bien, on essaye d'éviter la controverse, mais en fait, on fait pire que mieux, parce que vraiment, laisser doubler des acteurs, actrices, enfin des personnes noires, si vous voulez vraiment faire un personnage caractérisé noir. Ben oui, c'est mieux. Ils ont rien compris.
D'ailleurs, la chanson iconique du roi Louis, donc Être un homme comme vous, est largement inspirée des performances musicales des artistes noirs, notamment des années 30 et 40. Balou improvise par exemple en scat, on l'a déjà dit, et chorégraphie avec le roi Louis une danse proche du Lindy Hop, le sport préféré de vos mamies. Submergé par le désir de se joindre à la petite sauterie des singes, Balou l'ours va se grimer en orang-outan femelle. Ouh là là, des blagues en... En perspective. Son déguisement, ou plutôt son travestissement, tisse à nouveau un lien problématique avec des représentations racistes, puisque on en remet une bonne couche, en plus transphobe. Yes, c'est un bingo des oppressions. C'est un déguisement qui rappelle en effet les cartoons en fait qui représentent des tribus africaines cannibales, puisque Balou se bricole un pagne en raffia, mais aussi un masque fait d'écorce de noix de coco sur le museau comme pour lui dessiner de pulpeuses lèvres marron, évocation aux traits caricaturaux des maquillages blackface, yes. En fait, Walt Disney, il s'est dit, vas-y, c'est mon dernier dessin animé avant mon départ. Il faut que je donne tout. Tout. Je vais mettre... toutes mes convictions. C'est le moment jamais. Donner l'argent, regardez, je suis raciste et transphobe comme vous. De plus, le doublage VF du premier opus, comme son doublage original, ne laisse aucune place à des acteurs, à des actrices de doublage indo-descendants. On s'en doutait un peu, hein. Et même histoire pour sa suite sortie en 2003 à les années 2000, l'inclusivité, la conscience antiraciste, eh ben non. Tous les acteurs, les actrices de doublage, sauf Roger Carrel qui prête de nouveau sa voix ici au Python K. Et donc le grand méchant vilain Shere Khan est doublé dans cette suite par nul autre que Dick Rivers. En VO. En VF. Oh, je m'attendais pas à celle-là. Un tigre donc pour le moins rock'n'roll, supplément grosse bécane, Devil Horns et banane capillaire. La banane capillaire. Et derrière le légendaire personnage de Balou se cache Richard Darbois, qui est aussi un très grand acteur, peut-être des plus connus du game de la VF, qui est la voix française entre autres d'Harrison Ford, de Richard Gere, de George Clooney, etc. Et en animation, il est la voix d'Albator, de Buzz l'éclair dans Toy Story et du génie d'Aladin. Donc on va sûrement le retrouver. Une voix qui a bercé beaucoup d'enfance et qui colle assez bien, il faut le dire, avec ce personnage de gros papa ours bienveillant et un peu excentrique. Je trouve, perso, moi qui étais une très très grande fan d'Indiana Jones petite, qu'on croit parfois entendre Indy, l'archéologue aventurier, derrière cette voix de bon vivant de Balou. Ça m'a fait un petit pincement au cœur à chaque fois. Ouais, ben là, on va voir que le bon Balou, archéologue aventurier, il aurait mieux fait de rester chez lui ce jour-là. On poursuit donc l'aventure avec Péripéties. C'est notre expédition critique à travers les sentiers touffus de l'intrigue, là où on avance à pas feutrés au rythme du film, séquence après séquence. C'est toujours le segment le plus long, une véritable traversée de l'épaisse forêt tropicale de nos réflexions, où l'on analyse les éléments structurants de cette suite avec un regard féministe, gender et queer. Je suis libre dans la vie quand je vis au rythme de la jungle. Alors, le deuxième livre de la jungle commence dès l'écran du logo Disney, où on entend en voix off Mowgli et Ranjan commenter ce qui va se passer comme s'ils allaient assister au film. Donc le pitch est donné dès la 3e phrase. Mowgli, raconte-nous ton histoire. Donc ok, ça semble partir sur un remake en POV alterné. Et en fait, les premières frames en théâtre d'ombre sur tenture orangée, assez jolies, qui pour le coup reprennent vraiment une forme de représentation narrative et visuelle traditionnelle en Inde, donne un peu le ton de ce début de deuxième opus, mais c'est alors peut-être un peu dommage que la typo du titre soit si moche en comparaison, parce que les tentures sont très jolies, les formes cartonnées, on s'y croirait en fait. Là on est dans un petit théâtre de représentation en théâtre d'ombre. Un zoom arrière nous révèle ensuite que ce spectacle était projeté sur une toile tissée, sur des bambous, en mode séance de cinéma dans la jungle. Autoréflexivité, tout ça, c'est toujours bien pour
pour faire bander 2-3 critiques ciné. Bon, on est sûr de la 3D, donc un peu, on voit que c'est un peu moins travaillé que le premier opus, et on perd forcément beaucoup en poésie par rapport au premier opus, vu que c'est pas du 2D dessiné et bien fagoté, on va dire. Donc avec cette petite marionnette d'ombre, Mowgli raconte en 1 minute tout le récit du 1, au cas où on aurait déjà oublié, avant qu'un autre petit humain, Ranjan, saute devant l'écran pour le protéger de Shere Khan, donc, qui un peu qui met en place un principe d'interaction du public qui se sent tellement impliqué dans l'intrigue qu'il en saute ou qu'il interagit avec les personnages. Et c'est souvent observé chez les enfants, mais là, du coup, ce début de film nous le souligne, nous montre, regardez, comme dans un théâtre de Guignol pour les arts traditionnels européens, en Inde, on va avoir le même genre de scène, mais c'est l'histoire de Mowgli qui est le sujet de tout ça, donc il y a vraiment un potentiel narratif fort à nos histoires. Bon, premier problème, l'enfant a cassé la tenture tellement il a interagi avec. Mowgli dit que ça ne va pas être facile de finir l'histoire et il lui répond alors qu'il est si petit que c'est Shanti qui a papillonné ses yeux et que Mowgli l'a suivi jusqu'au village. Donc tout en dandinant des fesses, Ranjan, pour imiter un soi-disant déhanché féminin, tout va bien. Hein, le tout petit enfant là qui sexualise déjà sa sœur, pas ouf. Shanti arrive, se défend d'avoir fait ça, et Mowgli, ce gros beauf, lui dit « Mais si !» Donc tous les persos masculins sont déjà devenus lourds, on en est au tout début du film. Vraiment, c'est déjà insisté sur le fait que les enfants doivent avoir une approche romantique, sans compter, évidemment, vous le savez, hétérosexuelle de leur relation. Alors que, bon, c'est bon, Mowgli et Shanti, il et elle ont quoi, 12 ans. Et voilà, en 2 minutes de film, je m'énerve déjà. C'est un nouveau record, ça, non? Record battu. Donc Shanti, le personnage féminin qui se révèle ici être autrice d'un regard réciproque, qui est assez rare chez Disney pour qu'on le souligne ici. On avait déjà eu ça dans La Petite Sirène, on ne l'avait pas mentionné, donc je le mentionne maintenant, mais avec la séquence où Ariel observe pour la première fois Eric, puisqu'elle est cachée derrière la coque d'un bateau, donc elle l'observe sans qu'il soit conscient. Et les classiques Disney ont plutôt l'habitude de construire des regards masculins, donc du personnage principal qui sert de point d'identification spectatrice, des regards qui objectifient un corps féminin qui ignore le plus souvent d'être regardé à distance. Ce voyeurisme est en quelque sorte contré dans le livre de la jungle, premier opus, puisqu'à la fin, Shanti est plus ou moins consciente d'être regardée par Mowgli, elle devient consciente au moins à la fin de sa chanson, et elle le fixe en battant des cils. Cette séquence de female gaze, si on veut utiliser un terme moderne qui fait vendre, est reconduite d'une certaine manière au début de ce deuxième opus, seulement de manière ici ironique et gaguesque, en mode on se moque des codes de la séduction entre enfants, comme tu l'as bien dit, Fanny. Bon, ensuite, petite taquinerie donc entre les deux enfants sur le mode du flirt. Arrive là-dessus le père de Shanti qui dit que la mère de Shanti avait utilisé la même technique du battement de cils pour le séduire. Yes, la transposition relationnelle de la drague adulte sur des enfants, tout va bien. Et puis la scène devient un peu malaisante quand le père fait un câlin de bonsoir à Mowgli pour coucher les enfants et il lui répond « Bonne nuit monsieur !» Parce que bon, il faut bien là souligner le sentiment d'inappartenance de Mowgli à cette famille, je sais pas, apparemment c'était pas assez clair. Il faut qu'il appelle cet homme chez qui il vit « Monsieur ». Je dis pas qu'il devrait déjà l'appeler papa, mais monsieur c'est quand même... Ouais, c'est un peu chaud monsieur. On dirait qu'il parle à son conseiller CAF, quoi. Donc, comme dans toutes les suites Disney, on nous fait subtilement comprendre, non, jamais, que Mowgli se sent à l'écart des humains, puisqu'on l'a dit, il appelle ce monsieur, et non pas papou, papoune, papounet, paps, dadou, daddy ou autre. Attention, tu te mets à scat.
C'est le risque. C'est sûr que ça doit un peu lui changer du couple de papa de substitution que formaient Bagheera et Baloo. Là, on est plutôt dans le bon vieux cliché du vrai daron bien musclé, bien barbu, bien balèze et bien mascu avec une voix à la Barry White. Mais qui a l'air tendre et quand même présent pour ses enfants. Oui, c'est vrai. Un peu un côté Baloo quand même, en lui. Mais qui n'hésite pas à transposer ses histoires d'adultes sur ceux des enfants. Et puis surtout, s'il a vraiment adopté Mowgli, il n'y a aucune gêne à imaginer que Mowgli, son fils adoptif, et sa propre fille forment un couple. Ouais. Bon, le lendemain matin, nouvelle blague qui prolonge ce sentiment d'inadéquation de Mowgli par le biais de Ranjan, le petit frère, qui veut lui sauter dessus en mode tigre. Parce que tout le délire de Ranjan, c'est d'être une bête sauvage, d'être un tigre, parce que c'est lui le grand prédateur de la jungle. On entend Mowgli à ce moment-là ronfler, mais pourtant, il n'y a personne dans le hamac chahuté par Ranjan. Les ronflements continuent donc, et il est là quelque part. Et toute la farce, en fait, c'est que Mowgli dort en fait sous la poutre de la maisonnée, comme s'il s'agissait d'une branche de sa jungle originelle. Ensuite, Ranjan et Mowgli, une fois réveillés, prévoient un méfait. Ils font comme si, à deux, ils étaient deux tigres et qu'ils avaient une proie à capturer. Et à chaque fois qu'il est question de proie, l'écran nous montre Shanti. À un point que ça devient carrément flippant, ce langage d'agresseur-là. De parler de sa petite sœur ou de son ami en termes de proie, c'est pas ouf. Donc le papa humain, monsieur, leur donne pour consigne de ne surtout pas traverser la rivière. Et un autre plan immédiatement après montre l'autre côté de la rivière, donc la zone forestière, juste de l'autre côté de la rivière. Tiens, n'essayerait-on pas de nous signaler le danger imminent et la transgression de la consigne par les deux garçons tigres à venir ? Qu'en penses-tu, Jeanne ? C'est subtil tout ça. Shanti passe sa vie de son côté à récolter de l'eau à la rivière, assoiffée qu'elle doit être, elle est tout le temps montrée à la rivière. Moi je vais à la rivière, on se rappelle, c'est l'activité phare qui rythme son quotidien de petite femme. Mais c'est ça qui lui assure d'avoir un mari plus tard, donc... Elle le cherche désespérément comme ça, derrière les lianes. Non, juste avec sa cruche. Bon, en réalité, Mowgli fait peur à Shanti en lui racontant que Shere Khan rôderait aux alentours du village pour assouvir sa soif de sang, lorsque Ranjan surgit, il était caché, en hurlant et la fait tomber dans l'eau. Plouf. Donc, un peu mouillée, elle trouvera pas son mari. Shanti emmène son petit frère à l'écart en lui disant que Mowgli est une mauvaise influence sur lui. Et ce faisant, elle rejoue un peu la scène où Wendy s'occupe de ses petits frères dans Peter Pan. On y reviendra, évidemment. Avec les mêmes gestes de doigts mouillés qui viennent essuyer les peintures de guerre des joues enfantines. Il y a vraiment un effet d'écho assez flagrant, comme si Shanti était déjà une figure maternelle bien avant l'heure. Ranjan interroge ensuite sa sœur, mais je croyais que tu aimais Mowgli. Ce à quoi elle répond par la positive, ne sachant pas que l'intéressé était arrivé entre-temps. Là, c'est la gêne, on se croirait dans un courrier des lectrices de Jeune et Jolie. Évidemment que l'amour, ça ne peut être que romantique, on est chez Disney, là, les gars. Alors que Mowgli est tout à ses blagues de garçon farceur et intrépide, évidemment, lui, l'amour, il aime pas. Bah non, l'amour, c'est pour les filles. Donc le petit frère commente, ce gros lourd. Elle est de mauvaise humeur. Et Mowgli acquiesce d'un clin d'œil. Donc là, c'est vraiment, on arrive, on est projeté, propulsé, dans la conversation de deux tontons qui commenteraient « elle s'est ragnagna ou quoi, la gonzesse ?» Donc c'est vraiment Disney ou comment éduquer au respect des autres. En gros, Mowgli et Shanti s'épuisent d'arguments pour prouver à Ranjan que de la jungle ou du village est dangereux ou en sécurité, et donc de la nature ou de la civilisation, du sauvage ou du civilisé, de la liberté ou de l'aliénation d'un côté, toujours cette bonne vieille binarité. Qu'est-ce qui est le mieux en fait ? Chacun défend son camp,
Mowgli pour la jungle, évidemment, et Shanti pour le village. 8 minutes déjà de film et on a notre première chanson jazzy qui intervient, interprétée par Mowgli, qui bondit d'arbre en arbre et qui jongle avec des mangues. Genre, il est resté sauvage, quoi, qu'on essaie de nous faire comprendre. On nous remet une couche de on ne peut vraiment pas lui faire oublier d'où il vient. Ah bah ça, un enfant sauvage, ça reste un enfant sauvage. Hein. Sauvage un jour, sauvage toujours, hein, je l'ai toujours dit. J'aime bien cette voix de Karen. Ah ça je l'ai dit, hein. On ne change donc pas les origines de quelqu'un si facilement, vous croyez quoi ma bonne dame? Ah bah vous croyez quoi? Ah bah ça, je l'ai dit, hein. Sauvage un jour, sauvage toujours. C'est un peu dangereux, je pense, que de donner ce genre de message dans un Disney, que l'intégration se révèle plus difficile pour celles et ceux qui ont vécu proche des bêtes sauvages et dans la brousse. Donc on a cette première chanson au rythme de la jungle pour mieux appuyer les arguments de Mowgli en faveur de la nature. Tous les enfants du village sont emportés par la musique et se déguisent progressivement jusqu'à presque franchir le seuil de la rivière. Donc à ce moment-là, Shanti crie pour les interrompre et le père ramène tous les enfants à l'intérieur pour les gronder / expliquer que la jungle, attention c'est dangereux, avec Amorce en premier plan sur son bras griffé précédemment par un fauve. Mais à ce moment-là, bon, c'est censé être un peu effrayant et d'être une menace par l'exemple, mais quand même son bras ressemble à une grosse baguette de pain. C'est le retour du pétrisseur de brioche. Mais je pensais qu'ils avaient des nanes en Inde. Ouais, c'est vrai. Le vieux bras en Inde. Donc, on résume, hein, pour celles et ceux du fond, Mowgli se fait engueuler parce qu'apparemment, il a mis tous les enfants du village en danger juste en chantant une chanson et en empruntant le petit chemin de pierre qui traverse la rivière. Ouh là là, c'est un rebelle. Ouais, mais en même temps, moi, je comprends Shanti. Moi, je suis un peu la Shanti, tu vois, en général, dans la vie. J'essaye de dire, non mais là, c'est dangereux, les gars. Et certes, d'un côté, il y a un truc qui... On a envie de s'identifier à l'aventurier intrépide et tout, mais en même temps, dans la vraie vie, les enfants, il faut qu'ils fassent ce qui leur est demandé. Oui, non, c'est vrai. N'allez pas parler au monsieur louche. Oh, et si j'allais parler au monsieur louche, ça doit pas être si dangereux. Bon, la sentence tombe ensuite, tu resteras dans ta chambre et seras privé de dîner, parce que, apparemment, la privation alimentaire et la claustration, ça marche toujours comme méthode d'éducation, c'est prouvé. Mais cette réplique, cette punition, ça semble en fait être juste là pour renforcer encore, ou la forcer en tout cas, l'identification du jeune spectateur, et moins de la jeune spectatrice, on l'a compris, qu'il a déjà sans doute entendu dans sa propre vie avec le jeune Mowgli et ce qu'il est en train de subir d'injustice. Et en fait, avec cette chanson entraînante et l'effet qui se coule de cette punition proférée ensuite, on insiste pour justifier la révolte à venir et souligner la nécessaire identification au personnage d'intrépide petit garçon. Là, même si, une fois encore, les arguments de Shanti, qui n'apparaît plus là ensuite que pour s'excuser auprès de Mowgli, étaient tout de même crédibles et même sensés. Je maintiens. Depuis sa chambre, Mowgli est en pleine crise de nostalgie et regrette son bon vieux Baloo, ce qui lance une transition vers l'autre côté de la rivière où l'ours entonne son éternelle rengaine. Mais cette fois, cette éternelle rengaine, elle est faite sans que Mowgli soit là pour lui donner la réplique. Donc des couplets entiers restent silencieux. Tandis que Bagheera est clairement en dépression hivernale, la pauvre. Et puis, pour combler un peu les silences de ces couplets restés muets, Baloo se crée un avatar de Mowgli en mode Winston avec une noix de coco et une pelure de banane qui sont censés représenter son petit carré coquet. C'est de toute beauté.
Donc on comprend bien que Balou est inconsolable, c'est même Bagheera qui le dit en soupirant, et en assistant surtout à ce petit numéro de scat et de danse de Balou. Mais bon, il n'est pas encore totalement fou, le Balou, parce qu'il se rend bien compte que cette noix de coco surmontée d'une pelure de banane, ça remplacera pas le gosse. C'est pas un Mowgli de pacotille qui remplacera le vrai Mowgli. Et là, il soupire à la fin. Je crois qu'il faut que je m'habitue à chanter tout seul. Vraiment, c'est ouin ouin. Les deux amis ensuite partent en laissant Winston Mowgli derrière eux, qui se fait écrabouiller dans un craquement sinistre sous la grosse patoune de Shere Khan. Cruc la noix de coco. Et oui, Bagheera et Balou ne sont pas les seuls personnages que l'on retrouve du premier opus, puisque voilà Shere Khan reverse qui pointe le bout de sa truffe. Toujours en vie la grosse chatoune ? Eh ben ouais, et toujours en run contre le petit gamin en culotte courte. Faut bien quand même placer un antagoniste pour dynamiser un peu tout ce bordel. Déjà que les chansons de ce deuxième opus sont molles du cul, au moins laisser planer un peu de suspense pour maintenir en éveil la pauvre mère de famille qui sacrifie encore un vendredi soir pour mater des Disney avec sa belle progéniture. On a ensuite un petit quart d'heure cartoon. Ouh, quart d'heure cartoon. Proposé cette fois par Balou qui se déguise avec des feuilles pour essayer d'attirer Mowgli hors du village. Comme c'est malin. Comme c'est futé. Et Bagheera donc s'interpose pour lui remonter les bretelles en mode prudence dans Cendrillon 2. Et là, il y a un instant what the fuck où Bagheera, la panthère, passe à travers le tronc d'arbre qui sert de pont, alors que Balours, lui, son poids ne pose pas de problème. Enchaîné sur un fanservice de la patrouille des éléphants comme un moyen d'empêcher Balou de s'approcher du village. Et pareil, la patrouille, pas de problème à passer sur le pont. Il y a que la panthère. La gracile panthère, non, elle passera pas le pont. C'est la panthère de trop. Le nouveau tube d'Eddie de Pretto. Oh là là. Donc après ce très long quart d'heure cartoon avec tous les éléphants qui cherchent désespérément Balou, qui en fait il se cache sous l'eau et respire avec une paille dans cet éternel gag qu'on a dans tous les Disney où il se cache sous l'eau avec une paille. Mais heureusement, les éléphants, ils ont la mémoire très courte, on le sait, et ils oublient aussitôt ce qu'ils cherchaient. Et il y a quand même que le petit éléphanto qui aide Balou parce que lui aussi, Mowgli lui manque. Oui. Donc il vient en aide à l'ours. Pendant ce temps, Shere Khan sillonne la jungle en poussant des râles sourds sous le regard amusé des vautours que l'on retrouve du 1 et qui sont encore plus débiles et généreux en jeu de mots pourris que dans le 1. Belle prouesse technique pour le coup. Et là, Shere Khan se fait bully par les vautours et en même temps, on va pas le plaindre. Non. Impossible. Surtout qu'il est encore en train de rôder en grognant là avec sa grosse voix de Christian Grey en mode où elle est ma pucelle, je vais me la faire. Oui, et donc on retourne sans transition dans le village et parce qu'il avait un petit creux, Mowgli descend chercher de la nourriture évidemment pile la nuit où Balou arrive lui aussi dans le village. Bonne coïncidence, n'est-ce pas? Bon, du coup, il rate Shanti qui venait, elle, lui apporter des fruits, en bonne petite mère nourricière pétrie de culpabilité qu'elle est, et qui nous apprend au passage à devenir aussi de bonne petite mère nourricière pétrie de culpabilité pour tous ces petits garçons punis d'avoir joué à la bagarre. L'apprentissage. Et comme Balou et Mowgli s'entraînent justement à la baston, puisque c'est des bonhommes des vrais, elle voit l'ours et appelle à l'aide parce que pour elle, un ours qui s'est immiscé dans le village humain, c'est un animal sauvage. Donc la blague, c'est qu'elle crie « Ah, une bête sauvage !» et que Balou prend peur aussi de la bête sauvage sans comprendre que c'est lui la bête sauvage parce qu'il est bête et sauvage. Et oui, Shanti reste une femme, et on sait bien qu'une femme, ça crie à la moindre occasion, Fanny. Enfin bref, tout le village est ainsi ameuté par les cris de Shanti, réveillé en pleine nuit pour se mettre à chercher donc la bête sauvage avec torche et fourche. On est dans Shrek. Ouais.
Donc ce faisant, Shanti déjoue les plans de Shere Khan qui était aussi venu pile la même nuit. C'est dingue, ils se sont donné rendez-vous pour croquer Mowgli. Donc là, il reste avec rien pour se mettre sous la dent. Shere Khan est pris en chasse à ce moment-là par les hommes d'un côté qui pensent avoir trouvé la bête sauvage. Mais pendant ce temps-là, la vraie bête sauvage contre laquelle Shanti avait alerté, Baloo, s'échappe avec Mowgli d'un autre côté. Et donc Baloo reste là, impuissante, à s'inquiéter pour Mowgli. Elle veut l'aider, donc elle prend son courage à deux mains, cette brave petite, et les suit elle-même, suivie de son petit frère qui veut aider Shanti à aider Mowgli. Donc ça fait une queue-leu-leu de personnages qui courent, mais bon, apparemment tout le monde est ok avec ça. Petit moment de bravoure pour Shanti, donc, qui s'empare d'une torche et qui court un semi-marathon après Mowgli, qu'elle pense avoir été kidnappée par un ours sauvage. Elle dépasse donc sa peur de traverser la rivière sur une musique des plus dramatiques et en s'éloignant des appels de sa mère restée au village. Une queen, cette petite meuf. Ouais, justice pour Shanti. Baloo demande à Mowgli si Shanti c'était celle qui t'avait reluqué avec ses yeux doux la première fois. Non mais à l'aide là, à l'aide les dialoguistes. On arrête le bazar. Vraiment à ce moment-là du film, la discussion des deux compères, c'est du ouin ouin ouin, les filles c'est nul, au secours. Mowgli se plaint auprès de Baloo que sa vie est horrible avec tous les givrés du village, en mode il doit se laver et travailler. Oh Burk, les humains. On connaît la rengaine depuis la petite sirène, on va pas vous refaire le banger du trou du manger, il faut pour cela aller écouter l'épisode précédent. Mowgli se plaint donc de Shanti, parce qu'en bon masculin en devenir, il taquine déjà la fille qu'il aime, en mode il lui tirerait bien ses petites cadinettes si elle en portait, et se permet de lui manquer gentiment de respect sous couvert d'humour et d'homosociabilité avec Baloo, au lieu juste de avouer ses sentiments. Donc le message qu'on fait passer là, c'est que Disney met dans la bouche du personnage principal auquel de très jeunes enfants peuvent s'identifier, c'est les filles, ça fait que des histoires. Parce que Baloo, il en rajoute en parlant d'elle et il dit « Je le savais qu'elle serait un problème ». Elles ont donc toujours un truc qui ne va pas, de toute façon, ces femmes, et toujours un truc à dire en plus. Elles sont chiantes aussi, on ne peut plus rien dire. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Non mais de toute façon, j'arrête pas de vous le dire, un enfant sauvage, ça reste un enfant sauvage. Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, le féminisme, c'est pas mon truc. Ah, mais de toute J'aime façon, trop les mecs pour ça. je l'ai toujours dit. Waouh. Donc là-dessus, comme ils sont bien entre couilles, hein, Baloo et Mowgli reprennent en chœur la chanson mythique du 1 parce qu'ils sont bien mieux ici sans elle, c'est ce qu'ils disent. C'est vraiment les mêmes arguments que des vieux gars accoudés sur le zinc du PMU en mode une perdue, 10 de retrouvée. Et on ne refout un petit coup de « il en faut peu pour être heureux » pour illustrer cette insouciance masculine à toute épreuve qui contraste donc fortement avec l'image que vient de dresser Mowgli de Shanti, donc celle qui a peur de la jungle et qui casse les couilles. Elle a peur de la jungle, mais en attendant, elle s'est quand même enfoncée dans la jungle pour venir le retrouver. Hein. Rien que ça. Check your privilege, Mowgli. Hein. Donc pendant la chanson il en faut peu pour être heureux, vraiment on va plus la supporter cette chanson à la fin. Pendant toute cette chanson, il y a un quart d'heure cartoon qui se fait en alterné sur le serpent K qui pense pouvoir se faire un humain rôti, mais qui en fait est blessé à chacun des mouvements de Mowgli et de Baloo, sans même par ailleurs que Mowgli et Baloo s'aperçoivent de la présence du serpent. Donc il y a tout un petit jeu de chat et de la souris, mais en fait c'est d'humain et de serpent. Ouais, pour ridiculiser K. Oui. Parce qu'il est tout le temps ridiculisé, ce pauvre serpent. Méchant. Hypnotiseur. Kidnappeur d'enfants. Donc la mauviette, énorme R-, de Shanti porte bien ses couilles finalement, puisqu'elle traverse maintenant complètement seule la jungle et de nuit quand même. Alors qu'elle cherche désespérément Mowgli dans les moindres coins de cette jungle effrayante, peuplée, on nous le montre, d'ombres et de chauves-souris, elle tombe sur le bon K. Ah, le kidnappeur d'enfants. Oui, le même.
Donc K qui se met à l'hypnotiser, ni une ni deux, avec ses gros yeux stromboscopiques et son énorme cheveux sur la langue, ce qui le rend 1000 fois plus cringe. Et l'imaginaire Disney aime bien coder les méchants, on l'a déjà dit, comme creep, donc et plus particulièrement avec un trouble du langage qui fait que là, K, le serpent, siffle exagérément les S, et on est censé pouvoir trouver ça drôle et le ridiculiser, même si... En fait, s'il parlait normalement, mais qu'il avait un van et des bonbons, ce serait encore... Ou un fourgon avec des petites brioches, ça marche aussi, hein. C'est la van life. Donc, dans les deux films, les personnages de Shere Khan et de K peuvent clairement être lus comme des figures pédocriminelles queer. C'est ce que ont souligné plusieurs critiques féministes au sujet du premier opus. Il a notamment été reporté qu'au cours des recherches préliminaires pour le livre de la jungle 1, Walt Disney se serait entretenu avec le FBI autour de la production de films pédagogiques à destination d'un jeune public, rien que ça, au sujet des homosexuels pédocriminels qui peuplent ce bas monde. Cette info, je sais pas d'où tu la tiens, mais c'est un délire. Des malades. On mettra les refs en description pour ceux qui veulent. Non, mais c'est ouf, quoi, de se dire... Je vais faire une adaptation d'un poème de Rudyard Kipling. Mais avant tout, je vais bien montrer que les méchants, c'est les homosexuels qui les enfants. Puis après, je vais mourir. Comme ça, ils vont bien réfléchir à ce qu'ils font. Donc quelques exemples pêle-mêle pour vous montrer le rapprochement entre Shere Khan et des homosexuels pédocriminels, avec des guillemets. Donc Shere Khan, dans le 1, c'est un tigre au comportement très dandy, qui se met à développer une obsession menaçante pour le jeune garçon. Tu dis ça parce qu'il roule des omoplates. Oui, notamment. Et parce qu'il se lèche comme ça avec sa main. Ouais. Ça se voit qu'il flotte de la jaquette, quoi. Donc il se met à chasser Mowgli pour s'amuser, avant d'être stoppé par Baloo qui le retient violemment par la queue. Et K, pour sa part, aime bien enrouler sa longue queue autour de Mowgli. Le phallus, le pénis, tout ça. Il apparaît donc comme un prédateur qui manipule la confiance de sa victime. Et 35 ans après le premier opus, les Disney Toon Studios reproduisent cette dimension de prédation sexuelle dans le 2, puisque K séduit Shanti, qu'il décrit comme une petite sucrerie. Ce moment du 2, je le trouve horrible. Tout son truc là, où il lorgne sur Mowgli et après il se dit « Oh bah c'est pas grave, je vais me satisfaire de la petite fille. Elle a l'air alléchante. » Quelle horreur. Ne dites pas ça des enfants. Alors que K s'apprête à donc gober la petite sucrerie aka Shanti, la belle demoiselle en détresse est sauvée in extremis par son jeune frère, haut comme 3 pommes. Plutôt 2 pommes et demie. Oui, c'est vrai, c'est plus juste. Et qui se met à frapper K avec son itsy bitsy tout petit bâton, en répétant « méchant serpent !» Parce que oui, il faut bien continuer à nourrir cet imaginaire collectif, pour le bon maintien des conventions sociales et des normes de genre, qu'un bébé mâle, ce sera toujours plus vaillant, plus fort, plus malin, plus habile, plus héroïque qu'une femme, qu'elle ait 5, 10, 20, 30 ans de plus que lui. On s'en tape le coquillage. Ou la noix de coco, c'est comme vous préférez. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin, ne l'oublions pas. On risque pas de l'oublier, hein. Donc, Shere Khan finit par retrouver K et lui demande de passer aux aveux. Toi, là, le pédocriminel. En mode bad cop. Dis-moi où je peux trouver des enfants. Donc, entre les deux méchants, finalement, la relation pourrait être d'égal à égal. Mais non, hein, il y a quand même une hiérarchie entre ces pédocriminels. Elle est déséquilibrée et il y a quelque chose à dire à cet endroit-là de la caractérisation féminisée du serpent, puisqu'il a une voix aiguë, il est montré comme étant un peu bête, sournois, glouton, donc c'est toutes des caractéristiques qui traditionnellement sont plutôt associées au féminin. Et donc ces caractérisations-là qui déséquilibrent la relation des deux méchants antagonistes
sont des caractéristiques, sont des stéréotypes maladroits et qui renforcent encore, on le voit bien, les clichés de genre. K va se mettre à essayer d'hypnotiser le grand méchant tigre. Donc là, ça rajoute encore ce truc de c'est K qui séduit le tigre. Donc c'est plus lui qui est du côté du féminin. Mais voilà, ça ne marche pas vraiment parce que ça marche que sur les enfants. Ok, bonne ambiance. Non, parce que ce que Shere Khan fait, lui, c'est d'écraser les grosses noix de coco. Lui c'est la force brute. C'est un bonhomme, quoi. Un bonhomme, il va à la salle. On y revient toujours. Sur ce, nouvelle séquence. La disparition conjointe de Mowgli, Shanti et Ranjan a incité les humains, en pleine nuit, à chercher les 3 enfants dans la jungle avec tout le dérèglement de la faune que ça suppose. Donc on voit les rongeurs, les oiseaux et même les éléphants fuir au fur et à mesure de la progression humaine dans les profondeurs de la forêt. Comme si un troupeau d'éléphants en pleine jungle avait vraiment peur d'humains. Pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre ça dans la tête des gens. Après, ça va leur donner envie de s'acheter des SUV et hop, partir en safari dans l'espoir de ramener un petit souvenir. Comme Gégé, le gros prédateur, dans tous les sens du terme, on le sait, qui bousille du lion à chaque fois qu'il pose pied au Burkina Faso. Et ouais. Et pendant ce temps, Balou et Moumou sont tout à leur petite insouciance, là, à cueillir des mangues et à les manger. Mowgli montre le tour que Shanti lui a appris pour éplucher une mangue. Et la conversation entre Balou et Mowgli commence à être un peu répétitive en mode « tu n'as pas besoin d'elle, t'es mieux avec moi, gna 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 ». C'est vraiment un truc de relation toxique. C'est bon, reste avec moi, on est mieux entre nous. Et merde, Mowgli, on le comprend bien, est in love et il ne peut pas s'empêcher de parler de Shanti. Elle plombe vraiment l'ambiance, quoi, ces nanas, merde, avec leurs sentiments tout dégoulinants, la Burk. Toujours trop bien de faire comprendre aux hommes, dès leur plus jeune âge, que l'amour, c'est un truc de fille et forcément hyper embarrassant pour eux d'en parler avec d'autres hommes. Alors, Mowgli peut avoir besoin de son ami, mais là, en fait, toutes ces phrases qu'il échange avec Balou laissent encore une fois entendre que la relation que Mowgli entretient avec Shanti serait celle d'une intrigue amoureuse et qui s'opposerait fondamentalement à la relation amicale qu'il a avec l'ours. Donc, c'est une énième représentation visuelle, audiovisuel des bros before hoes, donc les copains avant les putains, si on veut reprendre l'équivalent assez bien trouvé dans la traduction VF, qui laisserait à croire que les êtres humains seraient incapables d'entretenir une relation sentimentale en même temps qu'une relation amicale, voire plusieurs relations amicales en même temps, soyons fous et folles. Donc est-ce qu'il y a toujours besoin de cette rivalité ? Est-ce que vraiment on peut avoir des amis et être amoureux en même temps ? C'est vraiment... Enfin, vous n'allez pas avoir 4 heures pour traiter ce sujet de dissertation, mais là, surtout, ce qui me pose problème dans cette relation-là, c'est que Balou est tantôt présenté comme le pote de Mowgli, tantôt comme son papa ours au long de cet opus. Donc c'est un peu aussi comme si un père se sentait menacé par la présence d'une petite fille et c'est idiot. Ouais. Il y a ce truc un peu protecteur de « Ah non, il faut pas que tu me quittes ». Et c'est bon, en fait, vraiment apprenons aux gens, pas que les enfants, aux gens, que c'est tout à fait sain d'entretenir des relations avec d'autres personnes que juste son conjoint, sa conjointe, ou qu'on peut avoir plus d'une relation amicale. En fait, la vie n'est pas qu'une seule personne dans sa vie, c'est triste sinon. Et là, Mowgli, vraiment, il faut qu'il fasse son choix, quoi. C'est il y a quelque chose de l'ordre du dilemme où il serait forcément obligé de choisir entre Balou et la jungle d'un côté ou donc une relation paternelle ou amicale, ou Shanti et le village et donc une relation sentimentale, hétérosexuelle évidemment. Voilà, je me suis emportée mais bear with me. Ensuite, Bagheera apprend à Balou que les humains, sont dans la jungle pendant que vous faisiez mumuse là et que vous trash-talkiez Shanti
en fait, les humains cherchent Mowgli. Et là, ensuite, il a un cas de conscience. C'est un peu le Eureka, le fugueur. Mowgli, le fugueur, comprend que les gens du village, ça alors, ils tiennent à lui et ils sont pas forcément en colère. Ils se sont inquiétés de sa disparition. Il se met à jubiler à ce moment-là. Il dit « Waouh, tout le village pour me retrouver, je dois vraiment leur manquer !» En mode, comme si on voulait apprendre aux enfants que fuguer, c'est pas mal, en fait, pour se sentir validé. Mais dans les années 90 et 2000, 90 et 2000 pour nos auditeurs, auditrices suisses, il y a une bonne production audiovisuelle en mode les enfants font des fugues parce que c'est cool. La moindre contrariété avec vos parents, vraiment prenez vos jambes à votre cou, les gamins. Donc là, Mowgli laisse échapper un « peut-être que Shanti est avec eux ?» Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Baloo se sent menacé. Donc, Baloo décide, et Mowgli le rejoint dans sa décision de fuir les humains et d'hiberner pour que personne ne les retrouve. Donc, c'est une fuite dans la fuite. C'est une fuite dans la fuite. Et si jamais Shanti les retrouve, faut la terrifier. Bonne idée, non ? Mais évidemment. Donc, cut sur Shanti qui dessine un plan sur le sol pour essayer de savoir où pourrait bien se trouver Mowgli. Et il y a vraiment un peu comme le mème de la femme qui essaye de calculer avec toutes les formules mathématiques derrière. Et elle s'y perd parce que c'est bien connu, les filles, c'est nul et ça n'a pas le sens de l'orientation. Mais heureusement, le petit frère, Ranjan, qui se prend pour un enfant sauvage, fait volter la pelure de mangue précédemment découpée par Moumou. Et là, Eureka. Eureka. Pas le perso de la petite sirène, mais l'expression. C'est l'heure de K. Non, ça marche pas non plus. Donc, superbe transition pelure de mangue en tortillon de pelure / tortillon de liane dans la jungle terrifiante, où l'on retrouve un peu plus loin Shere Khan dans le marécage. Il avait été emmené là-bas sur mauvaise indication de K, qui voulait se venger un peu de sa maltraitance. Et Shere Khan dans le marécage retrouve les vautours qui viennent le narguer, parce qu'il continue d'être bully par les piafs. Et on retrouve le vautour, donc Vénard, oui, c'est son nom. Qui est doublé par... Ah, ça, je sais pas. Phil Collins. Ah ouais. Mais quoi ? Ah ah, ça t'embouche à coin, hein, Jeanne la doubleuse. Qu'est-ce qu'il fait là, Phil ? Il était pas en train de taper sur des bambous pour faire la BO de Tarzan à ce moment-là. Il s'est dit, et si j'allais narguer un tigre ? Donc, le bon Vénard qui se lance dans un petit one-man show pour se moquer du grand méchant tigre. On sait pas pourquoi. Pour épater la galerie, sûrement. Sûrement. Et ce con révèle la position de Mowgli près de la rivière, donc merci bien les piafs. Le Vénard porte finalement bien son nom, puisqu'il se fait shish kebaber par Shere Khan après avoir bien poucrave. Mort bien cruelle et bien brutale devant tous ses potes qui s'envolent, pour bien montrer à quel point il est machiavélique, le gros matou. Ah, il faut pas le chercher, Shere Khan. Ça, c'est sûr. Et les comedy clubs, on sait, ça pardonne pas. Hein. Ah ouais, là, si tu fais un flop, tu meurs, hein, sous la grosse patoune. Donc, cut ensuite sur la planque idéale pour fuguer dans la fugue. Fuguer dans la fugue. C'est près de la rivière, dans le temple du roi Louis, où Baloo et Mowgli ont déguerpi. Et on a voulu éviter les controverses, je pense, dans cette suite, puisque le roi Louis n'est plus là. Et l'endroit est transformé en un repère de Baloo et des singes, la cachette la plus secrète du monde, qu'on nous dit. Un endroit pour relaxer, selon Baloo, ce gros fumeur de kéké. Donc le temple est devenu un jazz club secret. Donc c'est l'inspi de la petite sirène 3, non ? Il y a un truc sur les jazz clubs secrets. Donc là, on a un autre MC qui présente Baloo qui va arriver comme le prince de la pop, le roi du rock, le jongleur de la jungle qui vous déglingue. J'ai nommé le grand Baloo, la bête de scène. Donc le mec s'est pris pour l'animateur d'Europe 2. C'est rien que ça, quoi. L'entrée en scène de Baloo vous décoiffe. Enfin, vous déglingue, pardon.
Sous les applaudissements de singes, d'hippopotames, d'éléphants, de cigognes, de phacochères, avec une petite apparition de Pumba dans le coin gauche de l'image, vous le verrez par vous-même, et d'antilopes. Donc en gros, tous les animaux de la jungle, là, façon Arche de Noé, se font mumuse à Danse avec les stars. Baloo donc entre en scène et interprète un petit numéro swingy jazzy sur le thème « Montrez votre sauvagerie Et il y a une des phrases dans la chanson qui est « Je te tirerai bien mon chapeau, mais j'aime pas porter le chapeau ni même la casquette ». Donc là, vraiment, les compositeurs, les traducteurs, traductrices étaient vraiment inspirés. Je crois que la chanson clame en refrain « sauvagerie ». Et en même temps, les animaux écrivent avec leur corps wild, W-I-L-D, en mode cheerleader états-unien, et ça, c'est wild. Mais en même temps, il y a un truc un peu raté à chaque fois qu'ils inscrivent des mots en anglais dans les dessins animés, parce que ça tombe toujours un peu à côté de la plaque, parce que la traduction n'en rend pas compte. C'est un peu ce que tu disais avec la chanson du Roi Loup qui n'était pas traduite. Ouais. Là, ils ont essayé de traduire, mais en fait, ça donne rien. C'est comme... dans La Petite Sirène, quand ils disent balance, balance, balance au lieu de swing, 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 en fait, arrêtez. Ne traduisez pas pour traduire. Il y a un moment, si vous n'avez pas d'équivalence, n'en faites pas. Mais en même temps, les trucs à traduire à l'écran, je comprends bien qu'on puisse pas changer les dessins déjà faits, mais peut-être que le truc, ça serait de pas les faire du tout. De pas écrire wild avec des animaux. Mais je pense qu'il y a plus de conscience là maintenant. C'était surtout les vieux dessins animés où ils pensaient pas à la traduction, j'ai l'impression. En 2003, on pensait pas à la traduction. Ah ouais, non. Ouais, non, quoique oui. Les traductions visuelles. Ils savaient déjà que ça allait être exporté de façon vrai. internationale. Ils se sont quand même dit, on va faire en sorte que le corps des animaux écrive un mot, parce que ça c'est sauvage. Ouais, c'est vrai. Insérer image de Johnny Depp. Pour la pub. Pour la pub. Pas mal. Peut-être qu'il faudrait refaire la séquence avec juste tous les animaux en la tête de Johnny Depp. Non. Des vrais prédateurs, quoi. Ah. C'est le livre de la jungle ou c'est pas le livre de la jungle? Le MC demande à Moumou ce que les humains du village aiment et Balou se lance alors dans une diatribe contre les humains, encore en mode ils travaillent tout le temps et ils ne s'amusent jamais. Burk les humains bis repetita. Et là, c'en est trop parce que Balou se met à se moquer publiquement de Shanti. Donc, il se permet de raconter des choses que Mowgli lui avait partagées en toute intimité de Brose, pensant que il les garderait juste pour lui, quoi. Et pas pour servir de matière à un One Bear Show devant toute cette petite confrérie de kiffeurs de la jungle. Toi, tu choisis l'ours ou le stand-upper qui clash son public? Ah, vraiment, mon cœur balance. Enfin, mon cœur swing, swing, swing. On voit bien le problème, en fait. C'était OK de trash talk lui-même. Donc, que Mowgli crache sur le dos de Shanti, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, le fait que Baloo le fasse devant d'autres, ça a révélé à quel point Mowgli lui-même avait été injuste et combien, en fait, les humains lui manquent. Mm-hmm. Mowgli prend donc ses distances, littéralement, avec Redouane Balou-Gueraba. Très bonne blague. Et petit moment émotion où Mowgli, tout triste, s'assied sur une branche face au village en paysage de fond. C'est à ce moment-là que Shanti retrouve Mowgli alors qu'il chante une version déprimée de la chanson Le rythme de la jungle et ils sont à ce moment-là très heureux de s'être retrouvés. Suivi d'un quart d'heure cartoon. Donc en fait, le moment émotion et retrouvailles heureuses est tout de suite foutu par terre avec le comique un peu idiot et bêta. Parce que Mowgli, en voyant Shanti, perd ses moyens et s'en mêle dans une liane. Et Balou, qui observe la scène depuis derrière un buisson, un bon gros creepy là, se rappelle la mission que lui avait donnée Mowgli, soit d'effrayer Shanti quand il la verrait pour la première fois. C'est ici, c'est maintenant. Papa ours se transforme en grizzly, toi-même t'as peur. Ah oui, et il prend ses babines pour les retrousser. Et il appuie sur ses yeux pour les faire se courroucer. Donc là, après, il arrive, criant, bavant, gesticulant avec ses grosses patounes griffues.
il montre ses dents et... Donc tout l'attirail halloweenesque et la bonne grosse caricature de la grosse bébête assoiffée de sang. Mais voilà, Balou est balourd, c'est un peu dans son nom. Donc il se prend le pied dans le bout de la liane Ah, Francis. qui... le retour de Francis. Comme ça, t'y penses plus, hop. Il se prend le pied dans Francis Lalanne. Dans la liane qui entourait Mowgli, ce qui finit d'écraser le petit Dom contre une branche, enfin voilà, un quart d'heure cartoon quoi. Donc tout le monde est emmêlé dans cette même liane. Folie. Oh, non. Elle était pas là encore, elle. Shanti lui met un bon bourre-pif dans la truffe de Balou, dans son renifleur, comme il le dit. Donc elle ne se laisse pas faire, la petite bonne femme, finalement. Et la voilà déjà, les 2 poings en l'air. À peine le nounours s'est rapproché un peu vite de Ranjan, donc elle est prête à en découdre. Ça, c'est l'instinct maternel qui parle. Ah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. N'est pas Wendy Shanti qui veut. Et hop, le plan tombe à l'eau avec la confiance de Shanti d'ailleurs. Gros malentendu donc sur ce qui c'est qui a attaqué qui. C'est lourd et c'est long. Shanti finit par comprendre que c'est Mowgli en fait, le gros mec toxique qui avait planifié tout ça en mode faut terrifier Shanti parce que je peux quand même pas lui avouer ce que je ressens pour elle. Et puis quoi encore, je lui ai déjà craché un chewing-gum dans les cheveux, j'ai tiré un ballon de foot en pleine force dans sa gueule, aidez-moi quoi, je sais plus quoi faire. Aidez-moi à maltraiter celle que j'aime pour qu'elle comprenne que je l'aime. Et donc, hop, Shanti se barre sans écouter ses explications, parce que c'est comme ça qu'on devrait réagir, en fait. Et en fait, Mowgli, du coup, reporte tous ses reproches à Balou, puisqu'il peut plus maltraiter Shanti, il faut bien qu'il maltraite quelqu'un d'autre. Donc, Balou qui venait de lui dire « T'as raison, elle est vraiment casse-pied, cette fille !» Le retour des tontons beaufs. Grosse dispute de couple là-dessus, mais avec Balou cette fois. Balou qui traite Shanti de peste. Alors là, c'est le mot de trop. Mowgli s'énerve. Et que non, et qu'elle est gentille en fait, parce qu'elle l'a cherché, et qu'elle a juste essayé de l'aider. Alors que Mowgli venait juste de la pourrir dans son dos quelques minutes avant, hein, on rappelle, au passage. V'là que le gamin se met à soupirer, comme s'il travaillait tous les jours à la mine. Sur ça, Balou dit « Je te reçois 5 sur 5 ». Genre, il comprend d'un coup d'un seul qu'en fait, tout ce que Mowgli voulait vraiment, c'est que Lago lui court après dans la jungle, au péril de sa vie. Mais en fait, Balou comprend parce que c'est comme ça qu'il aurait agi aussi, parce que, en fait, c'est ça l'amour, le vrai. Courir 20 ans après un type qui sait pas ce qu'il veut. Vous avez bien pris des notes, les filles, ça va vous servir plus tard, hein? Pas du tout. Il y a un quiz à la fin. Et les garçons aussi, vous avez bien noté, hein? Le mot d'ordre, c'est souffler le chaud et le froid. Et avec ça, vous irez loin, sans jamais rien laisser paraître de ce que vous pensez vraiment. Et juste au moment où Mowgli présente enfin ses excuses à Shanti, Shere Khan se tient juste derrière lui. C'est ballot, c'est Balou. Grosse angoisse, il se retrouve encerclé par ce tigre énorme qui fait la même taille qu'eux. Et Mowgli place là son premier move courageux et altruiste des 2 opus réunis parce qu'il encourage Shanti à se sauver en premier avec Ranjan et il jette de la terre au visage du gros chaton méchant. Ah, c'est tout de suite très impressionnant un move de bonhomme. Hein. Dans le langage Pokémon, on dit que c'est un jet de sable. Ah ouais. L'ennemi perd def à fond. Donc là-dessus, les 3 enfants réussissent à prendre la fuite. Et Mowgli décide de cacher Shanti et Ranjan derrière un rayon de Jardiland pour se faire courser seul cette fois par Shere Khan. Shanti, un peu concon sur ce coup-là, vous l'avouez, décide d'abandonner bébé Ranjan pour partir aider Mowgli. Je reviendrai vite, je te le promets, qu'elle lui dit. Ouais, pas sûr du truc, mais bon, je reviens, je vais juste chercher des clopes, on connaît la chanson. On me la fait pas à moi. Balou, qui adore kidnapper des enfants, on le rappelle, kidnappe Ranjan.
et part avec lui à la poursuite de Mowgli. Voilà, on avait prévenu que ça puait. Ouais, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Là, chasser le naturel du kidnappeur, il revient au galop. Donc de son côté, Mowgli essaye de rejoindre le temple pour échapper à Shere Khan qui, on se le rappelle, craint le feu. Gardez ça bien dans un coin de votre tête, hein. C'est comme un boomerang, ça va revenir. Mais pour ça, Mowgli ne doit pas tomber dans une douve pleine de lave en fusion. Mais elle vient d'où cette lave ? Il n'y avait pas de lave juste avant. À quel moment, d'un coup, le sol de la jungle s'est ouvert, fracturé, pour montrer le magma central de la Terre. Ça, c'est tous les mégots de joint du club de jazz en tombant par terre. Grâce à ses super pieds antidérapants, Mowgli arrive quand même à se hisser in extremis sur les marches monumentales du temple en ruine. Donc il traverse la cour, il file se cacher, et quand Shanti le rejoint, il fait déjà nuit. Il y a vraiment une déperdition temporelle à ce moment-là, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, quand Bagheera et Baloo arrivent enfin dans le temple, le ciel est zébré d'éclairs, parce qu'il y a du danger. Qu'importe si tu cours, qu'importe où tu te caches, je t'attraperai, qu'il dit Matou Rivers, en ponctuant cette bonne punchline de grand vilain par des rires machiavéliques. C'est la même punchline que Morgana dans La Petite Sirène 2. Oui, c'est vrai. Je vous retrouverai. C'est pas vous qui me retrouverez, c'est moi qui vous retrouverai. Ha ha. Bagheera, qu'on n'avait plus revu depuis un bon bout, se promène tranquillou lilou dans la jungle. Et là, apparition d'un autre petit homme, donc Rajan, sur les épaules de Baloo au pas de course. Donc là, la panthère n'en revient pas. Elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il a remis ça ?» Encore un kidnapping de mioche, on ne l'arrête plus, quoi. Le duo, donc Baloo-Bagheera, est ainsi reconstitué. On comprend déjà que le gang des 2B vont encore une fois devoir sauver le petit cul de tout le monde. Et Bagheera s'improvise babysitter parce qu'en fait, c'est tellement la voix de la raison qu'elle s'impose des trucs qu'elle conteste elle-même. On dit elle, mais c'est un mec. Hein. Bagheera, c'est le voix de la raison. Le voix de le raison. Donc Bagheera s'improvise baby-sitter pendant que Baloo part à la recherche de Mowgli parce que il faut que ça reste une affaire d'homme. C'est à Baloo de chercher... Alors que, soyons honnêtes, Bagheera irait bien plus vite. Oui, puis elle saute bien plus haut, elle est plus agile. Faut tout leur dire. C'est fatigant. Baloo tombe ensuite truffe-année sur Shanti. Ils s'engueulent parce qu'ils aiment tous les deux Mowgli. Ouais, bon, on connaît la chanson, on en a marre à ce point-là. Avant de réaliser qu'ils sont tous les deux là, en fait, juste pour aider Mireille Mathieu. Et c'est à ce moment-là du film, après avoir vu presque les 2 films en entier, que je me suis dit que Mowgli, en fait, il avait quand même vachement la même coupe que la bonne vieille Mireille, non ? Mais non, il a la coupe de Johan dans Johan et Pierre Louis. Ouais, moi, ça me dit plus Mireille Mathieu. Donc, à ce moment-là, chacun, Mowgli, Shanti et Baloo, est caché derrière un gong du temple. Et chacun commence à taper son gong pour faire tourner Shere Khan en bourrique. Donc, pas de chance, le gong derrière lequel se cachait Shanti, ça tombe sur elle, tombe et la révèle. Shere Khan se met alors à menacer Mowgli. Alors, par qui vais-je commencer, petit homme ? Par toi ou ton adorable petit ami ? Ah ouais, ok, donc, mais je crois pas qu'ils ont encore discuté de s'ils étaient exclusifs dans leur couple ou pas. Hein. C'est un peu présomptueux de ta part de penser qu'ils sont déjà un couple, Shere Khan. Vas-y mollo, hein, le tigre. Vraiment commence un match à ce moment-là de rugby quand Baloo arrive sur le terrain et bouscule le gros minou puis l'attaque pour le plaquer au sol. C'est trop d'action d'un coup d'un seul pour nos petits yeux. Et Mowgli et Shanti remontent un escalier de pierre jusqu'au sommet du temple et en haut encore se retrouve un vide face à un vide avec de la lave en fusion. Parce que la lave en fusion et les éclairs, c'est l'acmé du film d'action, d'accord. Et là, c'est un film d'action à destination de quoi ? De la jeunesse, mais surtout des petits garçons.
Les enfants sautent, s'agrippent dans la paroi rocheuse et Shere Khan fait un remake de Mufasa et de Scar là en enfonçant ses griffes aussi. Mais ah non, attendez, il remonte. Ah non, attendez, il reglisse. Donc il y a tout un truc un peu idiot quand même, il faut bien le dire, du tigre qui fait un escalator là avec ses griffes. Et puis en fait le temple, le sommet du temple ressemble à une grosse tête animale sculptée. Et commence à s'effriter en 3D. Donc là, c'est la débandade, tout le monde va tomber. Ah Et là, vous sentez bien évidemment venir le truc. La lave, ben, ça brûle en fait. Et qui Non. sait qui n'aime pas le feu et tout ce qui brûle Non. dans le mille et mille, c'est Tigrou. C'est le bon Tigrou. Et Tigrou, il déroche et il tombe. Et Moumou aussi, et Chanty aussi, mais une main en attrape une autre et une patte rattrape la main et ouf, Balou tient les enfants les uns à la suite des autres. Donc il y a une petite brochette d'enfants suspendus dans le vide, prêts à se faire griller comme des marshmallows. Shere Khan survit, donc il tombe vraiment en bas et il survit pourtant à sa chute alors même qu'il se ramasse la grosse tête monumentale sur le coin de la truffe. Il est ainsi pris au piège au milieu de la lave et à l'intérieur de la bouche close de cette statue qui, on l'imagine, sera votre tombeau. Donc il y a un peu une mise en abîme de tigre. Il y a Shere Khan dans la tête du temple, Ouais. qui est un tigre. Et les dents de la tête du temple du tigre forment un peu une prison. Une prison tombeau. Bien Faut suivre, résumé. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête des scénaristes. Ils se sont dit, Toujours plus. vas-y, toujours plus. Et si le temple, c'était aussi un tigre? Ah ouais, bonne idée, Richard. Donc, et là, du coup, le Shere Khan est prisonnier, apparemment condamné à vie, près de cette rivière de lave. Et c'est le retour surprise de Vénard, le vautour au sacrifice duquel on pensait avoir assisté plus tôt dans le film. Enfin, je pense que c'est Vénard, mais si ça se trouve, c'est un des autres vautours, parce qu'ils sont pas hyper bien, clairement, distingués. Mais là, en fait, le vautour revient juste pour pourrir Shere Khan. Mais c'est un peu une forme de Prométhée à l'envers, parce que du coup, le vautour est censé s'être fait niquer la gueule. Mais en fait, il revient auprès de celui qui était censé l'avoir pourri, pour le pourrir. Et autre moment de retrouvailles, donc d'abord Shere Khan et le vautour Vénard, et l'autre moment retrouvailles, c'est celui de l'émotion, de la tendresse entre Bagheera, Mowgli, Baloo, Shanti, Ranjan. Et ce moment est interrompu par les cris des gens du village qui cherchent encore les 3 enfants. Moumou se dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais présenter pendant ce temps-là ma petite copine qui n'est pas encore ma petite copine à Papa Bagheera, et il la présente comme étant sa meilleure amie de tout le village. Donc vous voyez qu'un enfant, ça peut être ami avec une fille. C'est possible. Vous voyez, c'est possible, il a dit que c'était sa meilleure amie. Pourquoi est-ce qu'on le prend pas au pied de la lettre ? Là-dessus, les villageois et villageoises arrivent. Shanti lui dit qu'elle doit y aller et on voit bien à sa mine dépitée que Moumou est déchiré entre ces deux patries-là, celle des humains et celle de ses papas de la jungle. Donc il y a la musique tristoun et tout, on le voit hésiter, il hésite encore, il fonce sur Balou, lui fait un gros câlin et vraiment, c'est des adieux déchirants. Ouais. Mais comme dans le 1. Mais ils m'ont tellement saoulé dans le film qu'en fait j'en ai rien à faire. Les adieux sont déchirants, mais vraiment, séparez-vous les bros, vous êtes toxiques. Viens avec moi, que dit Mowgli à Balou les larmes aux yeux, pour finalement décider de se séparer de Papa Ours. Encore une fois, ça y est, c'en est trop pour mon petit cœur fragile. Il abandonne donc son pote l'ours pour retrouver sa Shanti, que Balou finit par valider. Il dit « Cette fille est pas si mal après tout ». Ouais, comme si on avait vraiment eu besoin sa validation, en fait. Ouais, la validation d'un kidnappeur d'enfants, ça passe toujours. Mowgli est ensuite accueilli à bras ouverts par son papounet d'adoption, qui lui dit accepter le fait que la jungle fait partie de ce qu'il est vraiment. Gros câlin dans tous les coins. On apprend en passant que Shanti n'a pas la même mère que Ranjan.
Quoi? Donc le père adoptif, il a 2 femmes. Ou j'ai pas compris parce que elles posent les deux leurs mains sur les larges épaules du beau gosse là, barbu, à la toute fin du plan. Ils sont ensemble ou ils sont pas ensemble? Je sais pas, moi j'avais compris qu'ils étaient quand même frères et sœurs. Ouais, mais il y a vraiment 2 femmes. Puis Shanti se précipite dans les bras d'une et Ranjan dans l'autre, les bras de l'autre. Après, on n'est pas à l'abri d'une représentation raciste de la polygamie. C'est ce que j'avais pressenti. Avec mon flair là, Ah oui, avec ton renifleur. avec mon gros renifleur. Balou et Bagheera, de leur côté, essuient leur larmichette et soupirent. Il va sacrément me manquer ce petit, à moi aussi, etc., etc. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là, ce serait trop facile. On n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines parce que le gros Balou a une idée. Donc c'est la nouvelle séquence sur les enfants qui portent des cruches parce que leur mission c'est de rapporter de l'eau au village. Mais en fait, il et elle traversent la rivière à chaque fois. En fait, non. Ah, mais en fait, à chaque fois ils traversent, il et elle. Donc leur mission, c'est de rapporter de l'eau au visage, mais en fait, il et elle traversent la rivière à chaque fois qu'ils font croire à leurs parents qu'ils vont chercher de l'eau et font des percussions sur leur jarre parce que c'est un peu une reconstitution du du jazz club secret. Tandis qu'ils percussionnent tous et toutes, apparaît alors Balou, que Mowgli appelle encore Papa Ours, et ils entonnent tous les trois, donc Balou, Mowgli et Shanti. Il en faut peu pour être heureux, parce que du coup, on inclut en fait la fille qui était si nulle avant dans le petit trio, et on voit bien aussi que c'est un peu pour que les filles se sentent incluses dans le film d'aventure. On vous a pourri tout du long, mais allez, venez. Vous faites quand même vendre. Donc on finit sur une sorte de kidnapping sympa, en fin de compte. Merci Disney. Fin. Ah. Et pour finir, on sort de la jungle de réflexion avec notre dernier segment. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Montrez votre sauvagerie, oui, S-A-V-A-H-E-R-I. On chante, on crie, C'est le moment de poser son sac, d'enlever ses chaussures, de faire sécher ses chaussettes. Là, t'es un peu deg parce que je l'ai dit parfaitement. Oui. L'archiduchesse n'a qu'à bien se tenir. Laissez-nous vous conter la pertinence d'une lecture féministe, gender et queer appliquée à ce film en particulier. En résumé, est-ce qu'on a eu raison de s'aventurer dans ces fourrés-là ? Donc, dans le premier opus du livre de la jungle, le duo formé par Bagheera et Balou constitue pour Mowgli une sorte de cellule familiale atypique, interespèce et perçue comme anormale, contre nature, déviante, à la fin du film, lorsque se profile la possibilité pour Mowgli de rejoindre le village des humains. Elle incarne alors un trouble queer à l'ordre hétéronormatif, une forme de lien queer remettant en question les modèles familiaux traditionnels. Cette première famille sauvage de Mowgli est une famille choisie, parce que c'est Mowgli qui choisit activement de suivre Balou dans ses aventures d'ours bien léchés, comme il le rappelle souvent. Et l'on sait à quel point cette idée de famille choisie, de chosen family, est centrale dans les communautés LGBT+, parce que les personnes rejetées par leur famille biologique, ils ont la possibilité de rejoindre des communautés symboliques, de recréer des espaces familiaux alternatifs et safe. Rejetant les attentes imposées par son origine humaine, Mowgli préfère s'attacher à ses deux figures parentales animales, dans un espace, donc la jungle, qui fonctionne ici comme une métaphore queer. Elle est séparée du village par une rivière, elle est représentée comme un lieu d'altérité radicale, de liberté, mais aussi de danger et de tentation, notamment pour les personnages de Shanti et de son père dans ce deuxième opus, qui incarnent les normes sociales humaines. La jungle représente une parenthèse enchantée pour Mowgli, où il vit avec ses deux papas animaux, un lieu d'expression et de sauvagerie toute relative, nonobstant, et d'une franche immaturité grâce à laquelle il explore les plaisirs de l'insouciance, du jeu, de la musique et de la danse, loin des contraintes du monde adulte et de la civilisation.
Balou vante à plusieurs reprises un mode de vie fondé sur la satisfaction des besoins essentiels et le rejet du travail aliénant, opposant la liberté animale à la discipline humaine. Donc là, il y a une forme aussi d'hédonisme qui est valorisée par les animaux. Dans la chanson où il fait l'apologie de son mode de vie, Balou dépeint son existence comme un éternel assouvissement des besoins primaires, boire, manger, dormir. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure, que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Avec un très beau zeugme de rayons. Oui. Ce discours se laisse entendre comme une conception épicurienne du bonheur, mais il faut la replacer aussi dans le propos général que tient le film sur la hiérarchie entre les espèces, au sein de laquelle l'humain se place toujours au sommet. Cette vision anthropocentrée du règne animal qui hiérarchie les espèces en fonction de leur place sur l'échelle de l'évolution est explicitement évoquée dans le 1 par le roi Louis, dans la chanson « Je voudrais être un homme comme vous », qu'on a beaucoup cité, mais c'est important de le dire, puisque l'orang-outan y exprime son désir d'acquérir le feu, symbole du pouvoir humain. Le feu, les pistolets, bang bang, voilà. Prométhée. Aussi, ouais. Putain, tout se recoupe. Si l'orang-outan veut être un humain, c'est parce que les humains sont supérieurs à tous les autres animaux. Ils possèdent donc le feu qui les protège des tigres, entre autres. Et malgré leur charme et leur humour, les animaux restent quand même assignés à une condition inférieure, cantonnés à une existence simple et naïve et ennuyeuse, si on en croit le roi Louis, qui dit quand même dans sa chanson « Vivre pareil aux hommes, loin des singes ennuyeux ». Le film conçoit ainsi les animaux comme des sortes d'imbéciles heureux, des êtres limités se contentant de peu. En même temps, ils n'ont pas d'autre choix, c'est la nature qui les a fait comme ça, inférieurs, des bonnes bêtes, quoi. Dans une vision tout à fait spéciste. Tout à fait. Donc c'est dans ce contexte que l'on lit la relation entre Balou et Bagheera comme une forme d'homoparentalité implicite. Leur complicité, teintée d'humour et de tendresse, culmine dans une scène où Bagheera plaisante sur l'idée d'un mariage à laquelle Balou répond avec un clin d'œil complice, laissant entendre une remise en question des normes dites naturelles du couple. Bagheera lui demande sur un ton ironique s'il épouserait une panthère, et Balou répond « Je ne sais pas, à y bien penser, aucune panthère ne m'a jamais demandé », suggérant peut-être involontairement une relation possible avec Bagheera. Le travestissement de Balou en orang-outan femelle, dans le 1 toujours, bien que motivé par un stratagème pour sauver Mowgli, révèle un plaisir manifeste de sa part à jouer avec les rôles de genre. Quant à Bagheera, sa prestance, ses manières sophistiquées, sa démarche élégante et son attitude critique vis-à-vis de la rudesse de Balou, la voix de la raison, on l'a dit, ainsi que sa petite promenade tout sourire et bras dessus-dessous avec Balou, au coucher de soleil à la fin du 1, renforcent une lecture queer de ce personnage. Cette idée de la jungle comme un espace de tous les possibles, espace d'exploration des identités sexuelles, métaphore aussi d'un monde possible où les normes peuvent être subverties, s'inscrit un peu dans une tradition psychanalytique datée, issue notamment des théories freudiennes, selon laquelle l'homosexualité constitue une phase transitoire dans le développement de l'enfant, après le complexe d'Oedipe, donc l'amour pour le parent du sexe opposé, et juste avant un retour à la norme hétéronormative. Dans cette optique, l'attirance de Mowgli pour Balou serait une étape immature, remplacée à la fin du film par une attirance hétérosexuelle normale, énorme guillemets, envers Shanti, présentée comme spontanée et instinctive. Mowgli expérimente ainsi, pendant une courte et inconsistante période, un amour incestueux pour le parent du même sexe. Grandir, ce serait, finalement, c'est le message du film, développer un amour non incestueux pour le sexe opposé, autrement dit, la romance hétéronormée adulte et sérieuse qu'on lui prédestine avec Shanti. Et qu'on développe et sur laquelle on insiste lourdement dans le deuxième opus. La scène finale du premier film, en effet, symbolise ce retour à l'ordre naturel. Mowgli suit la jeune fille au village, séduite par elle sans même la connaître. C'est la première fois qu'il voit une fille d'ailleurs, ou même un autre humain. Ouais. Comme si l'hétérosexualité allait véritablement de soi. En présentant ainsi l'attirance hétérosexuelle avec un membre de son espèce comme relevant de l'instinct,
Le film naturalise non seulement l'hétérosexualité, mais en fait même le fondement de l'ordre naturel, rétablissant la norme après une parenthèse de liberté. Ce recadrage hétéronormatif de Mowgli lors de sa rencontre avec Shanti n'est d'ailleurs pas du tout bien accueilli par Baloo, alors que Bagheera se montre plus compréhensif et encourage le petit protégé à suivre la fillette au village. « C'est inévitable, dit Bagheera, il n'y peut rien, Mowgli est à l'endroit qui lui convient. » Le deuxième opus prolonge cette tension. Baloo continue de rejeter l'ordre établi, dénigrant Shanti et tentant de détourner Mowgli de ses sentiments naissants au profit de toutes les expériences incroyables qu'il pourrait vivre avec lui dans la jungle. Cependant, la fin du second film nuance ce retour à la norme. Une forme de compromis s'installe, Mowgli peut naviguer entre les deux mondes à condition de préserver les apparences. La jungle et le village restent séparés, mais des ponts symboliques se créent entre le monde des bêtes, parce que, oh putain, que c'est problématique d'associer ces personnages codés comme queer à des bêtes, et le monde des humains. Mowgli peut ainsi aller et venir au gré de ses envies. Il lui suffit juste de mentir à ses parents en prétextant aller chercher de l'eau à la rivière. On retrouve ici cette idée clé développée dans notre chant des sirènes métaphorique, soit la chanson de Shanti dans le 1 en mode « faisons tous comme papa et maman pour bien perpétuer l'espèce ». Mowgli ment donc à son père adoptif, qu'il appelle désormais papa à la fin du 2. Un mensonge bénin et accepté de tous, puisqu'on nous fait comprendre que les parents sont bien au courant de ce qui se trame loin de leur vigilance. Ils répètent tous, parents et enfants, cette fois, il ne faudra pas oublier de ramener de l'eau. Donc l'ordre hétéronormatif est réaffirmé à nouveau dans cette suite, mais de façon plus souple, tolérant certaines entorses dès lors qu'elles restent discrètes. À nouveau, l'hétéronormativité est un scénario contre lequel on ne peut pas lutter, surtout chez Disney, on le sait. On peut y faire quelques entorses queer, il est permis notamment de s'aventurer hors des sentiers battus, mais tout va bien si, à la fin de la journée, on rentre bien sagement dans sa maison sous le chaume. Mais surtout si on s'acoquine avec sa sœur adoptive. Oui. L'homosexualité, non. L'hétérosexualité consanguine, oui. Non, c'est pas consanguin. Ça reste problématique, hein. Ouais. Il m'a mis en colère cet opus. Oui, il était dur, ouais. Cette tendance au dénigrement féminin oui. par les personnages masculins est très, très difficile à subir. Sur ce, merci d'avoir écouté ce 6e épisode d'Il était une suite consacré au livre de la jungle et à sa suite. Si cet épisode vous a fait voyager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le commenter et à nous laisser un petit message. Vous pouvez aussi venir nous retrouver sur le compte Instagram du podcast @ilétait-une-suite avec des points entre chaque mot _podcast. On y répond toujours avec enthousiasme à vos petits mots et on y poste des extraits vidéo, des indices à propos de l'épisode suivant. On disparaît déjà derrière les feuillages, le sourire aux lèvres et une mangue à la main, déjà en route pour le 7e épisode. À bientôt, ciao. Ciao.